Je sais pas si c'est moi qui commence. Voilà. Alors, donc nous voilà arrivés à la dernière session de cette journée et demie d'atelier. Alors l'idée, bon, on peut pas dire qu'on n'a pas un peu commencé à en parler, hein. Bien évidemment, puisque l'idée de cette table ronde finale, c'était d'ouvrir sur tous les débats qui dépassent largement le champ scientifique. Autour de ces questions dont on continue de penser qu'ils ont beaucoup à voir d'une façon ou d'une autre avec le papier de Fischer, quand même, on n'oublie pas qu'on est toujours là pour le centenaire. Et donc, il ne s'agissait pas de ne pas parler de concepts et d'idées et de communautés scientifiques dans cette table ronde, mais de s'autoriser vraiment à ce moment-là des va-et-vient importants avec nos discussions internes aux communautés scientifiques et les débats publics et politiques qui sortent très largement de nos communautés scientifiques. L'idée, ça va être à la fois de revenir sur un certain nombre d'idées peut-être qui ont été déjà discutées sur l'héritabilité, l'analyse de variance, le modèle polygénique, mais c'est aussi, et la composition, j'y arrive, de cette table ronde est aussi pensée dans cet esprit-là, de revenir sur la façon dont ces débats, on a bien compris, sont à la fois nouveaux puisqu'il y a de nouveaux outils, il y a des nouvelles rapports de force entre champs scientifiques, etc. Il y a un nouveau contexte politique, mais ces débats ne sont pas nouveaux puisqu'ils ont pris une forme ou une autre de façon récurrente. Qui a parlé de cycle c'est pas toi, Luc. Enfin bref, il y a une espèce de cyclicité. Quelqu'un a évoqué ça. Je suis désolée de ne pas m'en rappeler. C'est toi, Hervé. Merci. Voilà, et donc on a dans cette salle des personnes, on en a déjà un peu parlé, mais qui ont déjà participé à une forme de débat et de controverse sur ces questions, en tout cas dans des termes assez similaires. Et puis, bien sûr, on reviendra également sur les enjeux internes aux communautés scientifiques, tels qu'ils peuvent être un peu structurés dans les sociétés savantes, et des liens qu'il peut y avoir entre les débats internes à la communauté scientifique, aux communautés scientifiques dans leur diversité, et avec les grands médias, puisqu'on a vu aussi à différentes reprises sur les diapositives que la question de la circulation d'informations entre les sphères scientifiques et le public passe beaucoup par la façon dont les médias comprennent, digèrent, se positionnent par rapport à ces questions-là. Donc, autour de cette table, je ne sais pas dans quel ordre commencer, mais voilà, commençons par Pierre. Donc, Pierre Darlu. Non, mais je commence par présenter, puis après, voilà. Donc, Pierre Darlu, qui est donc généticien des populations. Donc, Nicolas Chevassu, qui est au Louis, je vais y arriver, journaliste qui s'intéresse donc de formation scientifique, qui s'intéresse entre autres aux questions scientifiques et pas uniquement, et qui travaille entre autres, mais pas uniquement, à Mediapart. Dominique Devienne, qui est donc également généticien quantitativiste et évolution, voilà. Françoise Clerget, qui est généticienne humaine, statisticienne, et puis donc Jean-Louis Serre, qui est également généticien humain, également généticien des populations humaines, voilà. Donc on a un peu discuté, voilà, de comment on allait se discuter les uns les autres. Enfin, moi, je vais me taire. Je suis là juste pour faire circuler la parole. L'idée, c'est quand même qu'on puisse avoir un moment de débat entre nous et tous ensemble, et donc qu'il y ait une dizaine de minutes d'intervention préliminaire par personne, et puis on reviendra ensuite plus tard si ça vous convient. Et j'ai un petit marqueur de temps, donc je vais regarder. On est presque tous issus du même débat. Ah, d'accord. Alors, à l'exception de Nicolas, je ne crois pas que tu as fait le débat de génétique quantitative. T'aurais pu, c'est un peu... voilà. De l'autre côté de la rue. Voilà, donc il y a une corrélation très forte. La variance en matière, voilà, l'héritabilité, c'est ça. Un biais énorme, voilà, qui est assumé. Donc peut-être on peut commencer avec Dominique sur le... Sur quoi ? C'est pas mis si, mais sur les questions de... ah oui, parce qu'il y a aussi le fait que plusieurs des personnes qui sont là sont investies dans des sociétés savantes qui ont pris des positions récentes, notamment la Société française de génétique, la Société française de génétique humaine, des positions récentes qui ont été parfois dans les médias et parfois donc sous la forme de tribunes, mais qui sont aussi sous la forme de prise de position sur l'héritabilité notamment, récente, qui a vocation de sortir de la communauté scientifique.
Donc moi, je pensais plutôt sur l'héritabilité et les Oui, alors je peux effectivement, tu me tends une perche sur l'histoire des sociétés savantes, parce qu'effectivement, je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est précisément à la suite d'un projet ou d'un manifeste qui visait à alerter la communauté des médias et au-delà sur les mésusages de l'héritabilité. Alors, à la Société française de génétique, j'avais été contacté pour que la Société française de génétique signe ce manifeste. Mes collègues n'ont pas souhaité le signer pour une raison que je voulais aborder, qui est que c'était difficile. On s'est dit, que des collègues non généticiens quantitativistes, qui sont majoritaires dans cette société, m'ont dit on ne comprend rien. Alors, je me suis dit que c'était très, très embêtant pour un concept aussi important qu'on ait autant de mal à vulgariser cette notion-là. Alors, il y a sûrement ici pas mal d'enseignants-chercheurs, d'enseignants. Vous avez tous eu l'expérience de ça, le concept d'héritabilité. Il faut prendre du temps. La difficulté aussi, on l'a vu d'ailleurs pendant ces 2 jours, c'est que les 2 concepts, que ce soit le concept d'héritabilité au sens étroit ou au sens large, ça a plusieurs interprétations. On a entendu parler de part de variance, on a entendu parler de corrélation, on a parlé de coefficient de régression, on a entendu parler de prédiction d'un résultat de la sélection. Tout ça, ça se rejoint plus ou moins. Mais il est très important d'expliciter tout ça. Et ça se fait pas, c'est là le problème, ça se fait pas dans les 3 pages d'un manifeste, quoi. Et si on n'a pas compris en profondeur cette notion-là, moi, j'avoue qu'on parle beaucoup des interprétations, biaisées idéologiquement de ce concept, mais il y a aussi une autre raison, c'est ça, c'est la difficulté du concept. À commencer par le terme. L'héritabilité au sens large, c'est pas une héritabilité. Au numérateur, il y a la variance génotypique, ça se transmet très peu, il n'y a que les effets additifs qui passent, la dominance, l'épistasie ne passent pas ou quasiment pas. Donc c'est pas héritable, très peu, d'accord ? Alors l'héritabilité au sens étroit, oui, ok, c'est fait pour ça. Le problème, c'est qu'héritabilité, ça ressemble à hérédité. Vous imaginez la confusion immédiate, d'accord ? Et ainsi de suite. Donc moi, je trouve que là, il y a une vraie... Voilà, il y a un point à discuter, à aborder, c'est celui-là, c'est la pédagogie de ce concept. Avant de parler de son utilité, je crois que tu en parleras. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose qui est beaucoup plus technique, mais peut-être que ce n'est pas le lieu, j'aurais vraiment voulu qu'on revienne à l'épistasie, mais non, tout de suite. Oui, non, parce que ce matin, on a vu les GWAS, on a tous dit, bon, on a des millions de marqueurs, et c'est gène par gène. Alors évidemment, c'est hors de question de faire des modèles avec toutes les interactions 2 à 2, en termes de puissance, c'est terminé. Alors certains disent, ou on dit, c'est une vieille histoire du temps des marqueurs même isenzymatiques, ça a commencé très tôt. Vous savez, mais dans ce cas-là, on laisse tomber tout ce qui n'a pas d'effet et on recherche les interactions 2 à 2 entre les QTL, comme on dit maintenant, les QTL à fort effet. Logiquement, ça ne marche pas très bien, puisque si on trouve un effet principal important, c'est que l'interaction va être faible. Donc on se dit, on va plutôt chercher des interactions 2 à 2 entre ce qui n'a pas d'effet. Mais il y en a beaucoup trop. D'où, et là je me tourne vers ce que tu as dit, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. La démarche gène candidat, si c'est gène par gène, ok, ça ne peut pas marcher. Mais pour des pathologies qui ont été évoquées ce matin, on connaît assez bien, il me semble, la physiologie ou la biologie moléculaire de la pathologie. On peut avoir un petit jeu de gènes pour lesquels, là le nombre ne serait pas exorbitant, là faire des interactions 2 à 2 ou 3 à 3. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être sortir des effets intéressants. Voilà les 2 points que... Je veux bien continuer. Effectivement, donc, moi, je travaille en génétique humaine et je me suis posé, comme on m'a posé aujourd'hui la question, à quoi sert le modèle polygénique en génétique humaine ? Et je pense que tu y as répondu un petit peu, Hervé, à part vouloir faire de la sélection, on voit pas très bien à quoi ça sert. Alors, il y a malheureusement quand même des gens qui l'utilisent pour d'autres usages et qui ont des défauts d'interprétation, comme tu le disais Dominique, parce que quelque part c'est un concept qui est vraiment mal utilisé. Et là vous pouvez voir une photographie d'écran sur le site de 23andMe. Alors j'avais l'impression que ce matin, quand on avait demandé si tout le monde connaissait 23andMe, il y avait quelques personnes qui connaissaient pas. Alors c'est une compagnie, effectivement, bon, ça a été présenté, c'est toi Louise qui l'a présenté, qui vend des tests génétiques sur Internet.
Et comme vous pouvez le voir sur son site, ils donnaient deux types de résultats. D'une part, ils vous donnaient l'héritabilité ici de la maladie bipolaire, en vous traduisant l'héritabilité de la maladie bipolaire par ce qui était attribuable à la génétique, et en vous disant donc que les gènes contribuaient beaucoup plus que les facteurs environnementaux dans la différence de risque de maladie bipolaire. Et c'est aussi sous ce modèle qu'ils vous vendaient les tests génétiques, c'est-à-dire sous le modèle polygénique additif, ils vous prédisaient de développer une maladie bipolaire. Alors, si je reviens quand même sur le contexte des sites qui vendent des tests génétiques, en particulier 23andMe, c'est que je pense que l'escroquerie va loin. C'est-à-dire que, quelque part, c'est récupéré même au niveau de nos médias françaises en trompant le public de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils mélangent dans leurs analyses des maladies purement monogéniques sur lesquelles ils peuvent faire de la prédiction de risque, et puis ces maladies sur lesquelles on n'a pas de modèle du tout, donc sur lesquelles on ne peut rien vous prédire du tout, mais à chaque fois qu'on leur demande de montrer leurs résultats et tout, ils vont vous dire, ben vous voyez, on a détecté une mutation BRCA1 chez cette femme, on a pu lui dire qu'elle avait un très gros risque de développer un cancer du sein, ce qui est vrai, ce qui est exact, mais qui est loin de permettre une prédiction de cancer du sein à toutes les femmes qui ne sont pas porteuses d'une mutation, je vais dire, quasi monogénique. Et donc, je crois qu'il faut continuer à combattre ce genre d'entreprise qui, malheureusement, a pris une place sur le marché extraordinaire. Et non seulement, maintenant, ils ont accumulé à peu près un peu plus d'1 million d'ADN, mais ce million d'ADN, ils le vendent auprès des laboratoires. C'est comme ça que on a des gènes de l'empathie maintenant, qui ont quand même été auxquels une équipe française voilà, une équipe française a participé. C'est comme ça que le groupe de Postuma, vous citiez Postuma, trouve effectivement plein d'associations avec soi-disant l'intelligence, et elle vous fait ça sur à peu près 200 000 individus, et que bientôt elle le fera sur 1 million d'individus, puisqu'elle aura tout l'ADN effectivement de 23andMe. Donc bon, je voulais insister un petit peu là-dessus, sachant qu'on a quand même bien développé, Anne-Louise et Hervé ont bien développé qu'il y avait deux concepts qui étaient apparus avec les analyses sous génome, le missing héritabilité et le score polygénique. Et je ne reprendrai pas trop, si ce n'est peut-être celui sur le missing héritabilité, en particulier l'article signalé, cité par... je sais plus, c'est peut-être aussi Hervé, mais l'article de Plomine, publié l'année dernière, où on vous disait qu'on avait déjà quand même expliqué 20% des 50% de l'héritabilité de l'intelligence, et que du coup, il fallait continuer, augmenter encore la taille des études pour arriver aux 50% et expliquer toute la génétique de l'intelligence. Et il faut savoir quand même que certaines personnes se battent. Là, je dis que cet article qui a été publié l'année dernière a été cité 90 fois, et l'article de Feldman qui disait missing compared to what, bon, bonne question, n'a été cité malheureusement lui que 11 fois, et on peut voir à peu près que tous les articles critiques sont quasiment jamais cités, contrairement à tous ces articles assez provocateurs Alors, pareil pour le polygénique score, je vais peut-être pas trop m'y attarder puisqu'Anne-Louise en a parlé. Il faut quand même voir que cet article de Science, qui portait sur 126 000 individus et qui détectait des SNP associés au niveau d'éducation, a été reprise quand même par une revue qui est la revue Intelligence, sur lequel on voyait qu'il y avait une spatial correlation entre ces SNP et le QI, et que c'était vraisemblable que la majorité des mutations qui touchaient l'intelligence étaient sujets à des pressions au moment des migrations, et que du coup, l'intelligence humaine était différente dans différentes parties du monde.
Et les divagations sur la génétique du QI ont été très très bien dénoncées par Neil Rich lors d'une presidential address, en montrant que en utilisant les mêmes SNP, le score polygénique d'un prix Nobel de génétique, Watson, et de quelqu'un qui avait la médaille de sciences, qui était Craig Venter, avait de toute façon un P-score en dessous de la moyenne européenne, donc il faut pas désespérer de quoi que ce soit. Voilà. Alors, est-ce que je continue justement sur la question ici, c'est enjeux politiques. Moi, je dirais qu'il y a aussi des enjeux scientifiques. Alors, bon, là aussi, c'est un peu comme on peut pas séparer l'environnement et la biologie, on peut pas trop séparer, de mon point de vue, les enjeux politiques et les enjeux scientifiques. Mais je reviendrai quand même à une liste d'articles scientifiques qui ont été publiés, au nombre de fois où ils ont été cités. La missing heritabilité qui a été proposée en 2009, je crois qu'il y a à peu près 6 000 ou 7 000 citations, donc il bat tous les records aussi. Ceci étant, ceux-là qui portent tous sur l'intelligence humaine, mesurés la plupart du temps par le niveau d'éducation, c'est pour ça que nos mères, nos grands-mères, etc., n'avaient pas un fort QI, et puis que dans toutes les parties du monde où les filles n'ont pas accès à l'éducation, elles ont un petit QI, c'est évident, ou une petite intelligence. Et donc, vous voyez qu'en 2011, on vous disait déjà que l'intelligence humaine était hautement héritable et polygénique, cité 585 fois. Ensuite, la fameuse étude de Science qui commence à trouver les premières associations sur 126 000 individus, laquelle passe à 269 000 individus dans l'étude de post-humain. Et vous voyez le nombre de co-auteurs. À chaque fois, il y a 223 co-auteurs ici, 204 ici, 117 ici. Donc tous ces articles sont très cités, puis très signés, et repris effectivement par Plomine. Voilà, alors c'est très bien, c'est effectivement ça, c'est plein d'autocitations, et j'en reviens à ce que disait le dernier intervenant, Julien, voilà, que en fait, ces gens s'auto-évaluent, moi je peux vous dire que j'aurais reçu un de ces articles, je les aurais refusés, et que quelque part, je pense que beaucoup de nos collègues le refuseraient aussi, mais comme on a effectivement études génétiques du comportement, on envoie à des groupes qui étudient le comportement. Alors là, je voudrais en revenir aussi à des appréciations des sociétés, où l'année dernière, la société qui est l'American Society of Human Genetics, qui est donc une des plus grandes sociétés de génétique humaine, a écrit une lettre, son bureau directeur, du moins de cette société, a écrit une lettre qui a été approuvée par le comité exécutif, disant qu'il dénonçait les tentatives de lier la génétique avec des suprématies raciales. Ceci étant, il y avait une petite phrase à la fin qui attirait l'attention que ça ne représentait pas nécessairement les points de vue de tous ses membres. Et donc, quand on voit que cette année, alors j'espère qu'il y aura un petit peu de controverse, mais en tous les cas, la première session invitée de la conférence de la société cette année en 2019, c'est à Houston, je crois, à Houston. Le titre de la session et le résumé de la session a été donné là aussi par Anne-Louise, où on propose effectivement, dans le résumé, finalement, puisque ce polygenic score décrit pas trop mal les possibilités d'aptitude scolaire, peut-être que ça serait bien de l'utiliser comme processus d'admission scolaire. Et moi, je m'étais dit, pourquoi pas proposer ça à notre ministre pour Parcoursup, parce que ça lui faciliterait peut-être la tâche, je sais pas. Alors,
quand même, j'ai tenu à mettre ici des protestations parce qu'il y en a. Mais bon, il y a 2 signataires, ils sont cités, là j'ai pas mis le nombre de citations, mais enfin, s'ils sont cités une dizaine de fois, Pierre, tu m'as dit que ton article Diogène n'avait peut-être jamais été lu, pourtant, je pense que tous ceux qui l'ont pas lu ici devraient le lire, je crois qu'il a été mis sur le site. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une très bonne corrélation, de mon point de vue, entre la qualité des contenus des articles scientifiques et leur nombre de citations. Enfin, bon, c'est un point de vue qui m'est personnel, peut-être. Et donc, pour vous dire quand même que il y a eu des très bons articles quand même pour contester et en particulier là si on en revient un petit peu aussi parce que j'ai parlé de la dérive chez certains scientifiques, mais bien sûr c'est repris par les médias et je crois qu'il a été cité, vous le connaissez tous, le chef d'orchestre qui est Laurent Alexandre et qui vous fait comprendre effectivement qu'il y a beaucoup de génétique derrière l'intelligence. On avait publié, enfin il y a eu une publication dans Le Monde qui s'appelait Halt aux Fake News Genetics, mais je pense que bon, elle n'arrive pas à contrecarrer tout ce que dit Laurent Alexandre qui continue malheureusement à dispenser ses propos. Bon, il y a eu donc mais les elle a thèses. été publiée parce que Elle a été publiée. Auparavant, on avait essayé de faire une réponse et elle n'avait pas été publiée. Voilà, toutes les difficultés aussi de faire des réponses, de publier. J'ai eu la même expérience avec un article de Craig Venter où j'ai essayé de dire mais Craig Venter ne connaît pas la définition d'un risque relatif, ne connaît pas la définition de l'héritabilité. Et on m'a répondu, c'était dans Nature, on m'a répondu que Craig Venter ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et alors, je voudrais juste en finir en reprenant la question d'Henri Atlan. Est-ce qu'il y a là-dedans une escroquerie, des croyances naïves? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et dans les chefs d'orchestre que j'ai pu nommer, qui ont été nommés là un petit peu, bon en particulier tu as parlé Hervé de Vicher. Bon, moi Vicher, c'est un très bon généticien, c'est un très bon statisticien, il sait très très bien ce qu'il fait. Et j'ai eu la chance d'être invitée juste à parler après lui à une conférence au Génopole. Et où clairement je lui dis que mais pourquoi publiait-il, acceptait-il de co-signer des articles auxquels je pensais qu'il ne croyait pas du tout. Et il m'a fait cette réponse, je vous la donne telle que, il m'a fait cette réponse, il faut bien financer nos laboratoires. Hein? Donc il y en a qui ne sont pas dupes du tout. Oui, bon, pour Collinger et Postuma, bon, encore une fois, je pense que c'est peut-être pas volontairement parce que, mais en tous les cas, il y a véritablement un déficit de connaissances statistiques et de critiques par rapport aux modèles qu'ils utilisent. Pareil pour Plomine. Et alors, quant au chef d'orchestre beaucoup plus médiatique, j'en ai parlé là de Laurent Alexandre, il faut quand même savoir que Laurent Alexandre ne communique pas simplement dans les journaux que vous pouvez lire, que ce soit Le Monde, l'Express, Science, enfin bon, et publié, pardon, excusez-moi, dans beaucoup de journaux, mais aussi il a, et à la télé, il se montre énormément, il a un art de la communication et de la provocation que personne d'autre que lui, mais il a aussi, il utilise les réseaux sociaux et ça, il faut savoir quand même à quel point ça peut avoir une influence actuellement. Il a plus de 50 000 personnes qui le suivent sur le réseau Twitter. Et malheureusement, j'ai du coup remarqué qu'il n'y a pas très longtemps, un généticien français de l'INSERM a également pas mal de suiveurs et soutient tous les propos de Laurent Alexandre. Donc, quelque part... est payé par Laurent Alexandre parce qu'il fait partie du comité scientifique de... D'accord, exactement. Et alors, il a écrit, ce généticien en question, oui, les inégalités intellectuelles sont majoritairement dues à la génétique, tout comme musculairement, on ressemble à ses deux parents. Pour ces deux affirmations, on n'a pas encore de preuves, mais penser le contraire défie toute logique. Voilà. Bon, excusez-moi, j'étais un peu longue, je crois, je vous remercie. Alors, je propose de passer la parole à Jean-Louis, et puis peut-être d'ouvrir aussi sur, et bien, après on finira avec Nicolas, d'ouvrir aussi sur
un peu l'histoire de ces controverses. Oui, parce que sur le plan scientifique, je ne serais pas aussi excellent que mes deux voisins, et je pense que le colloque d'aujourd'hui a vraiment répondu à la question qui s'est posée après que la Société française de génétique humaine, devant les élucubrations de Laurent Alexandre et de l'influence croissante qu'il avait dans l'opinion, parce qu'il faut bien savoir que les articles du Monde, ça ne changera pas l'idée qui est dans la tête des gens que tout ça c'est dans notre ADN, hein, et que si c'est pas Dieu qui détermine, il faut bien que ce soit une cause naturelle. Hein. Par contre, il influence des décideurs politiques, et c'est d'ailleurs bien le projet, et ça nous renvoie 45 ans en arrière. Dans les années 70, lorsque, à ma connaissance, la première publication francophone des résultats de Jensen, c'est par Jensen lui-même, dans un numéro du Monde diplomatique de juin 1975, de l'inégalité des races sur la question de l'intelligence. Et dans l'année qui a suivi, quelqu'un que vous connaissez peut-être de nom, Rémi Chauvin, a écrit énormément de choses sur les surdoués. Les surdoués, bah oui, les surdoués, ils existent, c'est un fait. Donc, si c'est un fait, il y a des causes. Et c'est tellement extraordinaire que c'est vraisemblablement des causes génétiques. Et tout ça, toute cette littérature tournait également autour d'une autre question, qui était la question de l'égalitarisme. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après, de l'égalitarisme de l'école française. Donc il y avait une offensive contre l'organisation scolaire et contre l'incapacité de l'école de la République française de répondre à la problématique des surdoués qui vraisemblablement nécessitait d'avoir une éducation séparée, adaptée. On voyait ressurgir évidemment les thèmes qui ont été développés depuis hier sur l'eugénisme lié à Hereditary Genius, etc. Et ça a commencé un peu à faire tilt dans un certain nombre de milieux. Alors évidemment, le milieu éducatif, qui a été assez sensibilisé immédiatement, et puis certaines petite partie de la biologie et de la génétique qui étaient concernés, c'est-à-dire ceux qui étaient familiers avec la problématique de l'héritabilité, mais de l'héritabilité dans le domaine de la génétique humaine. Bon, tous ceux qui faisaient de la drosophile ou des bovins étaient un petit peu loin de tout ça. Et donc, il y a eu deux groupes qui ont été un peu sensibilisés, un premier autour de Jacquard et puis un deuxième autour de Robertou et Michel qui ont aussi réagi à ça. Et la réaction a été quand même relativement rapide puisque dès 1977, on a vu paraître des ouvrages comme un numéro de Sciences et Vie, un numéro spécial avec toute une série de signatures. Il y avait des psychologues, des anthropologues, des généticiens, etc., consacrés justement à la question de la problématique des races, de la problématique du quotient intellectuel, de l'intelligence, etc., de tout ce qui était dit et qui était pseudo-scientifique. Et donc un numéro spécial, c'est quand même pas rien. Il y a eu un colloque organisé à la Sorbonne par le mouvement universel de la responsabilité scientifique, où il y avait des intervenants comme Benjamin Matalon, qui est un sociologue des sciences. Il y avait Lewontin, et puis à partir de ce moment-là, on a vu aussi se développer, alors de l'autre côté, toute une littérature qui tournait autour d'articles du Figaro Magazine,
et des éditions Copernic qui sont fondées en 1977 et qui publient The Inequality of Man. En fait, c'est le livre de Eysenck qui traduit l'inégalité de l'homme. Et toujours sur le même thème, finalement, les différences qu'on observe sont le reflet de différences génétiques. Et les psychologues, les sociologues bernent l'opinion en faisant croire que c'est des questions de milieu, des questions d'éducation qui sont les éléments importants dans la différenciation sociologique, sociale, raciale, etc. Ce qui était également l'objectif de Jensen lorsqu'il a publié son article, puisque son raisonnement n'est pas compliqué. On mesure l'héritabilité du quotient intellectuel C0,8 chez les Blancs. Bon, on ne l'a pas fait chez les Noirs, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent chez les Noirs. Et par conséquent, la différence entre les Noirs et les Blancs, ben c'est génétique. Donc, ça fait appel à ce que j'avais développé hier, la confusion des trois questions dans Nature, Nurture, etc. Et les choses ont été ont fini par être assez violentes quand même, mais confinées à un petit milieu scientifique. Il y avait des réponses académiques qui étaient ce qu'elles étaient, avec une volonté de vulgarisation qui parfois a pu être considérée comme une simplification, un petit peu aussi la réaction de Dominique par rapport au manifeste de la SFGH. Et malgré tout, il y a eu aussi des réponses académiques par des sociologues des sciences et dans l'université de Provence, il y a un groupe qui s'est intéressé à ça. J'ai laissé à Luc toute une bibliographie là-dessus, parce qu'il y a un gros numéro de Raison présente qui a été consacré à ça. Et puis en 1980, il y a également un autre ouvrage qui réunit toute une série de signataires, à la fois autour de Jacquard et autour de Michel et Pierre Robertou, Michel Carlier. Et il n'y a pas eu de cesse d'avoir des polémiques assez radicales, assez violentes, menées par un groupe qui a été fondé pour ça, autour du GRES, le groupement pour les recherches et les GRES, groupement d'études pour la civilisation et de recherche pour les civilisations européennes. Ce groupement, ce GRES, il faut savoir quelle est sa filiation. Il vient du Front des étudiants nationalistes, en passant par Occident et Ordre Nouveau, d'accord. Et donc c'est tout un groupe d'intellectuels d'extrême droite qui pensent que le moment est venu de se fédérer et d'avoir une politique délibérée d'occupation de la presse et d'entrisme dans les grands corps de l'État et les grandes écoles, de manière à générer toute une pépinière de hauts fonctionnaires et de décideurs acquis à leurs idées. Ils auront quand même jusqu'à placer quelqu'un à la rédaction en chef de la revue La Recherche. Yves Christen, rédacteur en chef, avec qui j'avais eu d'ailleurs l'occasion de parler, puisqu'on avait fait paraître un article avec Albert Jacquard sur la génétique est-elle quantitative dans la recherche. Quand il a été démasqué, il est passé de la recherche au Figaro Magazine, où il a été accueilli par Louis Pauwels et où il a écrit toute une série d'articles, dont un article qui exposait les idées qu'il a écrites dans un livre de défense et d'illustration du prix Nobel dont on a parlé hier. Alexis Carrel, et où il a écrit Alexis Carrel fait la défense. Et donc
on voit bien que à partir de 1976 jusqu'en 1981, il y a véritablement une offensive politique concertée, avec des objectifs parfaitement définis, à la fois dans la presse d'opinion, dans la grande presse, hein, il y a Enfant Magazine, ça fait partie de leur groupe, et dans les réseaux politiques et les réseaux d'élite qu'ils pouvaient avoir, au point qu'à partir d'un certain moment, l'offensive était tellement claire, tellement évidente, que, alors c'est brutal parce que je m'attendais pas, j'ai fait une petite chronique, et je m'attendais pas à voir ça. En juillet 1980, il y a un nombre incalculable de journaux, Libération, Le Matin, Le Nouvel Obs, Le Monde, etc., qui sortent des dossiers, mais des dossiers de 4 à 8 pages, sur le Grèce et le Club de l'Horloge. Et qui dénoncent évidemment l'ensemble de cette offensive politique. Ma petite chronique s'arrête là parce que, en fait, très rapidement, l'été 80 passe et à l'automne 80 commence toute la vie. Enfin, la vie politique change un tout petit peu puisque c'est le début de la campagne qui va aboutir en 80 à l'élection de François Mitterrand. Et effectivement, à ce moment-là, je crois que le Grèce est devenu encore plus minoritaire qu'il n'était. Je suis pas sûr qu'il ait disparu et je suis pas sûr qu'il y a toujours évidemment des réseaux d'entrisme, d'ailleurs venant de toutes sortes de lobbies. Mais il faut bien resituer le contexte un petit peu franco-français dans lequel on a été. Et qui explique quand même pourquoi des gens qui ont traversé cette période, comme Pierre, Françoise et moi, quand on lit ce que écrit Laurent Alexandre, on n'est pas seulement effaré par l'incompétence scientifique du personnage, par son côté provocateur qui est typique du type de transgression pseudo-scientifique dont sont capables les gens de ce bord politique. Peut-être aussi de l'autre extrême, en tout cas de ce bord politique. Et ça nous rappelle cette époque-là, et c'est la raison pour laquelle ça nous a paru insupportable, l'idée de ne pas réagir. Alors, réagir évidemment du point de vue pro-féministe, puisque l'article sur lequel portait ses réflexions dans l'Express était bon. Allez, les femmes, il faut congeler vos ovules, hein, bon voilà. Mais vraiment, il y a une sorte de, on a le sentiment qu'il y a de nouveau ce risque d'offensive politique dans un contexte plus général, évidemment. Et ce contexte plus général, je l'évoquais tout à l'heure avec les tableaux des publications. On a vraiment une résurgence. On a une résurgence de la volonté de biologiser les problèmes sociaux et sociétaux. Et c'est quand même un marqueur. C'est un marqueur de l'état de la société. Après tant d'expériences, hélas, catastrophiques, hein, qui ont marqué l'histoire de la biologie, en particulier de la génétique, depuis Natural Inheritance. Alors, Pierre, toi qui as aussi traversé ces moments-là. Oui, c'est pas gentil, ça ne me rajeunit pas vraiment. Oh. Bon, je suis pas sûr de tenir les 12 minutes. Non, mais on est là pour discuter. Non, mais probablement moins. Oui. D'abord, je voudrais revenir sur un petit point d'histoire. Je pense qu'il y a des historiens qui sauront mieux répondre que moi à la question. Mais j'aurais tendance à mettre Galton et Fischer dans le même panier. Parce que finalement, ils ont une approche qui est purement statistique. Et que les approches probabilistes ne sont arrivées qu'après. Je dirais que c'est Walraight lui-même était dans une approche statistique des relations de parenté. Et donc, le gap qu'il y a dans la génétique n'est pas vraiment entre Galton et Fischer. D'ailleurs, il y a des transitions qui montrent qu'il y a une transition entre les deux, mais plutôt plus tard,
entre une vision statistique des relations entre parentés à une relation plutôt probabiliste. Est-ce que les historiens sont d'accord avec cette idée ou bien est-ce que c'est contestable? Argumente un peu. Hein? Argumente un peu. Oui. Eh bien, Il y a eu un autre gap après, mais lequel? le gap après, c'est Kimura, c'est Maleko, en gros, qui ont considéré qu'il fallait raisonner en termes de probabilité de transmission des gènes et non pas uniquement expliquer les relations entre parentés par la probabilité de transmission. Alors que, de ce qu'on peut voir de Gatton et Fischer, finalement, c'est un raisonnement plutôt statistique. Je suis désolé pour ma voix, mais je ne peux pas faire mieux. C'est pour ça que je ne vais pas parler longtemps. Bon, cela dit, à propos de l'irritabilité, il y a quelque chose qu'on devrait souligner, qu'on n'a pas assez souligné, à mon avis, c'est l'importance du facteur temps. C'est-à-dire qu'on a bien précisé que l'irritabilité était valable dans une population donnée et pas dans une autre, mais elle est également, ce n'est pas valable en une période et dans une autre. Et cela est vrai aussi au niveau ontologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une irritabilité faible chez l'enfant dans les premières années et une irritabilité très forte dans l'état adulte. Donc ça montre bien que ce qui joue là, c'est pas uniquement les gènes, mais c'est probablement la variance environnementale qui est au dénominateur, qui varie évidemment beaucoup avec le temps. Autrement dit, l'irritabilité n'est vraiment un indice super commode pour les médias, parce que c'est super facile à expliquer. Hein, on dit une proportion 2, point final. Mais en même temps, c'est valable uniquement dans un espace spatio-temporel très particulier, même du point de vue ontologique. Donc ça ne donne pas beaucoup de poids à cet index pour nous qui raisonnons de manière scientifique. En revanche, pour le grand public, l'irritabilité, c'est quand même un argument super. C'est hyper facile, on comprend tout de suite. Et c'est là où c'est dangereux. Là, je voudrais donner quelques exemples où l'idéologie, c'est-à-dire la propension à penser en génétique plutôt qu'en environnement, est quand même flagrant. Je vais reprendre l'exemple des chiens que nous a donné Hervé. C'est une étude donc sur les jumeaux monozygotes et dizygotes, avec l'idée a priori que la covariance environnementale est nulle. Et donc, forcément, on va trouver de la génétique. Et donc, effectivement, on trouve une irritabilité de, je ne sais plus, 0,5, quelque chose comme ça. Mais on peut avoir une position totalement différente et considérer dès le départ que la génétique ne joue aucun rôle. Donc c'est 0. À ce moment-là, la covariance environnementale va donner le même résultat et s'explique aussi, mais de manière complètement différente. En ce sens que des jumeaux monozygotes qui vivent ensemble aiment de manière mutuelle avoir des chiens avec eux, et que les dizygotes qui se voient moins souvent ont une vie séparée, et il y en a un qui va aimer les chiens et l'autre pas. Et donc cette position idéologique de départ est quand même impressionnante. On met l'accent d'emblée sur les gènes, alors qu'on peut faire autrement. Pour les GWAS et les facteurs de prédiction dont nous a parlé Anne-Louise, il y a une super équation, c'est Y égale bêta X, et les X, c'est des SNP en fait. Et on arrive à une prédiction qui est pour certaines maladies de 18%, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'on aurait une plus mauvaise prédiction si, au lieu de laisser tomber tous ces X génétiques, on mettait plein de X environnementaux? Il n'est pas impossible que finalement on trouve une prédiction au moins meilleure, aussi meilleure. Et donc le fait de mettre l'accent sur ces marqueurs génétiques et pas sur les autres est déjà une façon d'orienter les choses vers la biologie. L'un n'empêche pas l'autre. Alors l'idéal, ce serait... Mais le problème, c'est que ça ne nous est pas présenté comme ça. Je suis bien d'accord. Et à ce moment-là, il faudrait traiter le problème des interactions qui existent entre eux. Et là, on va multiplier le nombre de paramètres et on n'arrivera pas, évidemment, à résoudre les équations. J'avais donné l'exemple tout à l'heure à propos du questionnaire sociologique, donc je ne vais pas revenir dessus, mais qui montre aussi une évolution vers la génétique de manière inéluctable. Alors je voudrais insister aussi maintenant sur ce que l'on voit sur le web. C'est-à-dire, si vous tapez génétique et intelligence sur le web, vous tombez immédiatement sur un superbe site qui va vous démontrer
Il est très très bien fait avec plein d'items qui vont vous montrer que l'intelligence est héréditaire. Il va donner plein d'exemples tirés de la littérature scientifique, qui est celle que l'on critique énormément, évidemment là. Voilà. Et qui va vous montrer aussi les grandes différences raciales qui existent entre les Noirs, les Blancs. Les Ashkénazes sont les plus intelligents, les Chinois aussi, ou les Japonais, les Noirs sont vraiment en bas de l'échelle. Mais ceci est impressionnant parce qu'il est d'actualité. Il cite les travaux scientifiques des bonnes revues que nous critiquons évidemment, mais qui donnent une apparence de sérieux. Et c'est la première chose qui est lisible sur le web. Après, on trouve quelques articles critiques, comme un article de Sciences et Avenir par Roubertou, un autre par d'autres auteurs, Michel Duim, d'autres. On trouve quelques critiques, mais très peu, et généralement dans des revues. C'est des articles dans des revues, c'est pas des sites ou des blogs spéciaux consacrés à ce point-là. Donc ça serait peut-être pas mal d'avoir des sites au moins aussi visibles, mais qui portent une critique sur l'ensemble de ces affirmations quand même contestables et dangereuses finalement. Et puisqu'on parle du web, je voudrais parler des problèmes d'origine. Voyons, toutes ces compagnies qui font des tests d'ADN font aussi des tests d'origine. Et ces tests d'origine sont évidemment beaucoup de succès. Maintenant, à Noël, la plupart des gens beaucoup de gens ont offert en cadeau un test d'origine en envoyant l'ADN aux États-Unis ou ailleurs pour avoir un diagnostic d'origine. Alors là aussi, c'est une falsification des choses, parce qu'en fait, on n'a pas véritablement des probabilités d'origine. On a des probabilités d'attribution du génome d'un individu à des références de population qu'il y a dans les banques et des références qui varient éventuellement d'une compagnie à une autre. Donc on n'a jamais ici de certitude, en tout cas rien sur l'ancestralité et rien sur l'origine. Le deuxième problème, c'est que ça donne une idée classificatoire de l'humanité. On va vous dire que vous avez 30% de Français, 50% d'Allemands, etc. Donc ça donne une idée d'une sorte de classification de partition des populations en différentes catégories. Et donc ça, c'est évidemment assez préjudiciable à une pensée qui montrerait que l'humanité est un ensemble bien construit. Mais en même temps, il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que ces données-là montrent que finalement le génome de chaque individu est un mélange de ces différentes populations classifiées ainsi. Et donc il y a une sorte de balance entre montrer qu'il y a une déclassification d'un côté de la population, si on est allemand, on n'est pas français, etc. Et en même temps on montre que chaque individu est un mélange de tout ça. Donc il faut se débrouiller avec. Voilà, un autre problème, c'est que quand vous donnez votre ADN dans ces sociétés-là, c'est vous donner en même temps l'ADN de vos apparentés. Donc ça, évidemment, qui n'ont rien demandé du tout. Et donc, c'est de votre responsabilité, quand vous donnez votre ADN, d'engager en même temps celle des autres. Et enfin, un dernier point, la plupart de ces sociétés proposent de vous mettre en relation, votre ADN, grâce à votre ADN, avec des personnes qui ont un ADN qui est le plus proche de vous, et donc vous trouvez des apparentés génétiques. Donc, d'abord, personne n'a rien demandé, la plupart du temps, ils n'ont pas nécessairement demandé à trouver des conjoints ou des apparentés. Mais en même temps, c'est donner une sorte de prévalence de la génétique sur les liens sociaux. Ce qu'on va vous créer, c'est des liens génétiques au lieu de profiter des liens sociaux que vous pouvez avoir. Donc c'est une sorte de création de réseaux génétiques à la place de réseaux sociaux. Donc là, ça pose plein de problèmes sur lesquels il faudrait probablement discuter plus longuement. Voilà, c'est tout. Alors là, donc on va passer à un point de vue un peu différent de Nicolas, ce qui a pas mal, je trouve, ressorti dans nos discussions, c'est que il y a une hétérogénéité assez forte de la communauté de la génétique, puisqu'il y a déjà différents domaines de génétique qui sont assez peu, avec des circulations finalement assez faibles, t'en parlais Jean-Louis tout à l'heure, mais en plus au sein de chaque sous-champ,
il y a des écoles avec des positions et des controverses assez fortes, hein, même si certaines sont plus dominantes que d'autres. Donc on voit cette hétérogénéité et j'imagine combien, du point de vue de la position du journaliste, gérer cette situation est compliqué. Et donc, c'est, entre autres d'éléments, hein, je te laisse libre des réflexions que tu voudrais. Sur l'hétérogénéité, je peux raconter une anecdote. J'avais fait une fois un papier dans la recherche qui consistait à appeler des généticiens et leur demander comment ils définissaient un gène. J'avais appelé 22 généticiens et j'avais 22 définitions du concept de gène. Vous appelez 22 physiciens, vous avez une définition du concept d'électron, du concept de travail, du concept de force. Mais la génétique a une telle, et ça fait partie de sa richesse, mais voilà, le concept est flou. Bon, le physicien Feynman disait qu'un concept est d'autant plus utile qu'il est flou. Donc on va se reposer là-dessus. Pour répondre à la question de Catherine sur comment gérer en tant que journaliste cette question, je n'ai pas grand-chose à en dire, puisqu'il se trouve que je n'ai pas beaucoup écrit sur la génétique depuis quelques temps, mais je peut-être juste lirai quelques observations du colloque du Monde la journée d'aujourd'hui, j'étais pas là hier. Ce qu'ont dit Jean-Louis et Jacques sur le retour de l'idée on va dire d'un tout génétique pour faire vite, remonte en effet à l'offensive des années 70, qui est une offensive mondiale, puisque Jensen, ça part des États-Unis, puis voilà. Et il y a là, à partir de ce moment-là, excusez-moi, il y a une trajectoire française et il y a une trajectoire internationale. La France, pour des raisons politiques, qui est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80, fait que cette offensive va être stoppée. Et de fait, j'y reviendrai, je pense qu'il ne faut pas surestimer le rôle de Laurent Alexandre. Je reviendrai sur Laurent Alexandre, mais c'est quand même un individu totalement isolé. La preuve, la communauté scientifique s'y oppose en masse. De même, la criminologie, j'écoutais l'exposé, un Alain Bauer qui représente la criminologie en France et qui je sais bien qu'il est très critiqué dans la communauté, mais il ne va pas chercher dans la biologisation de la criminalité en France. Il n'ose pas. Donc il y a quand même cette offensive, globalement, n'a pas atteint ses buts en France. Par contre, aux États-Unis, elle a magnifiquement atteint ses buts, et ça montre tout ça. Et pourquoi elle a atteint ses buts? Parce que le tout génétique a deux avantages lorsque l'on passe à une politique de démantèlement des États sociaux. C'est de montrer que l'investissement dans l'éducation, la culture, les programmes sociaux ne sert à rien, puisque par définition, tout est déterminé génétiquement. Donc on peut sabrer dans les programmes sociaux, dans les programmes de services publics, etc., ce qui a été la politique suivie avec continuité aux États-Unis durant toutes les années 80, et dont le tout génétique était le soubassement idéologique. Et d'autre part, on peut réprimer massivement une partie de la population, puisque le crime est génétique, le crime est dans les gènes, et donc il n'y a pas d'autre solution que d'interner les gens. Alors qu'à l'inverse, si l'on prend une approche plus de type sciences sociales, et pour citer un ancien Premier ministre, avec les sciences sociales, on a toujours la culture de l'excuse, comme disait Manuel Valls. Donc quand on a des excuses, on ne peut pas enfermer les gens. Donc tout ça pour dire, voilà, on a une certaine résistance française et qui est tout à fait souhaitable, mais une défaite internationale, et je ne parle même pas du monde asiatique, pour les gens attachés à un discours nuancé tel que celui que j'ai entendu, nuancé et fondé scientifiquement, tel que celui que j'ai entendu durant toute la matinée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la situation du débat dans les années 70 ? Du point de vue des arguments, j'ai l'impression pas grand-chose. Il se trouve à la rédaction de La Recherche, il y a 20 ans précisément, été 99, on avait fait un numéro sur les pouvoirs du gène. En toute immodestie, je pense qu'il y avait tous les arguments qui ont été échangés ce matin, y compris trois pleines pages sur la limitation des études de jumeaux, sur les limites. Bon, les grands arguments sont les technologies ont entièrement changé. À l'époque, il n'y avait pas les génomes complets, donc il n'y avait pas mais conceptuellement, il me semble qu'il n'y a rien de nouveau par rapport aux années 30. Par contre, il y a des choses très nouvelles, me semble-t-il, dans l'organisation du monde scientifique. Ces choses très nouvelles, j'en vois au moins deux. La première, c'est la disparition, disons, c'est la mondialisation de la communauté scientifique. Il semble plus avoir beaucoup de sens à parler de la communauté des généticiens français ou belges ou allemands, ce que vous voudrez. Il y a une mondialisation, et je trouvais ça très frappant dans l'exposé également sur la biologisation du crime, que on en est réduit à subir les âneries des revues américaines. Voilà, parce que les réseaux de publication sont tels, de relecture sont tels, qu'on en est réduit à subir ça, alors que personne n'écrirait des choses pareilles. Tout le monde unanimement juge ça débile, et néanmoins on en est réduit à commenter des âneries pareilles. Donc mondialisation de la communauté scientifique, ce qui va avec pour corollaire la disparition du français comme langue scientifique. C'est peut-être les plus jeunes trouvent ça grotesque, mais enfin c'était il y a encore 30 ou 40 ans, ça pouvait exister, la publication en français. J'ai toujours été étonné d'à quel point ça se soit éteint sans guerre de combat, et c'est bien dommage. Et la deuxième chose qui a massivement changé, c'est la poids du système médiatique dans la controverse scientifique elle-même, et c'est là qu'on en revient à Laurent Alexandre.
Alexandre. Donc Laurent Alexandre, rappelons-le, il ne le dira jamais assez, n'a strictement aucune compétence pour participer par là. Il est un médecin urologue, un chirurgien, spécialiste d'urologie, ce qui est tout à fait respectable, mais rien à voir avec la génétique. Qu'un individu pareil prenne un certain poids médiatique, donne là aussi la mesure de la dégradation du système médiatique. Quand on pense que, je sais pas, il y a 30 ans, François Jacob pouvait s'exprimer pendant 1 heure à 1 heure de grande écoute à la télévision et qui n'était pas interrompu, etc. Bon, entre un tweet de François Jacob et les dossiers de l'écran avec un tweet de Laurent Alexandre et voilà, les dossiers de l'écran avec François Jacob, je pense qu'on n'est pas exactement dans la même mesure. Donc, mais il ne sert à rien de déplorer le passé, il convient de chercher les moyens d'y répondre aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, j'aurais une suggestion à faire à la communauté des généticiens entre vous. L'initiative d'une lettre ouverte portée par la communauté Les Sociétés Savantes est excellente, mais j'aurais également une autre suggestion, c'est qu'il y a une autre communauté scientifique qui s'est retrouvée ces dernières années confrontée à cette difficulté d'avoir un imposteur qui fait la une des micros, qui fait la une des télévisions, des radios, etc. Cette communauté, c'est les climatologues. Les climatologues se sont retrouvés avec le problème majeur, durant toutes les années 2000, d'avoir un Claude Allègre parfaitement incompétent en matière de climatologie, qui était sur toutes, alors les mêmes médias d'ailleurs, c'était Le Point, l'Express, la presse de droite, on va dire, pour le faire vite, et les médias en ligne, les télévisions en ligne, etc. À l'époque, il n'y avait pas Twitter, mais ça revient au même. Et que faire face à un Claude Allègre ? Eh bien, ils ont mis longtemps à trouver. Et ils avaient beau opposer en face toute l'autorité d'un Jean Jouzel, médaille d'or du CNRS, etc. Le bulldozer Allègre et son porte-drapeau Courtillot n'avançaient pas. Et finalement, alors, il y a eu, d'une part, le courage d'un certain nombre d'entre eux d'y aller et de l'affronter publiquement, notamment Madame Vasson-Delmotte, qui a pris ça très courageusement, alors qu'en face, c'était un sans-foi ni loi, quoi, qui est comme Laurent Alexandre, mais qui ment, qui est très difficile mais c'est le problème du débat à l'internet. Mais je pense que, et c'est pour ça que l'initiative des sociétés savantes est excellente, la meilleure objection à faire tout de même, c'est de montrer l'isolement total de ces gens. Ils ne sont pas membres des communautés scientifiques constituées, et les communautés scientifiques constituées, par exemple les sociétés savantes, démentent entièrement le propos. Alors je sais que c'est difficile, Dominique l'a rappelé, de parvenir à un consensus précisément, peut-être parce que le monde des généticiens est divisé pour des raisons épistémologiques, mais je pense que la meilleure réponse à faire à des ulubrieux de cette espèce, c'est une réponse collective exprimant l'avis d'une communauté scientifique unanime, et fort heureusement la communauté scientifique française en matière de génétique nous semble tout à fait unanime pour, modulo 1 ou 2 moutons noirs, pour défendre les idées qui ont été proposées ce matin. Alors, moi, je fais une petite réaction. Merci. Non, pas du tout. C'était très bien. Ça nous stimule dans la réflexion et dans le débat. Et je suis d'accord. On est aussi là pour réfléchir à la suite de nos investissements les uns et les autres. Mais moi, j'avais 2 choses. C'est que d'abord, je pense qu'il y a plus d'hétérogénéité au sein de la communauté qui a à voir avec la génétique, plutôt que dans la communauté des généticiens. Parce que de fait, toutes ces nouvelles technologies dont on a beaucoup parlé ont diffusé de façon massive le rapport et l'usage de la génétique très en dehors de cercles de gens qui sont ici représentés et qui sont formés à la génétique, à la complexité de cette information, à l'incertitude qui lui est consubstantielle et à l'attention qu'il faut porter à cette information quand on veut la manipuler correctement pour pouvoir en tirer quelque chose scientifiquement pertinent, et que aujourd'hui il y a notamment une société de médecine prédictive qui a surgi je sais plus, il y a 3-4 ans, enfin quelque chose comme ça, dont des porte-paroles qui ont des discours justement très proches de ce qu'on peut voir de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont souvent des médecins ou des gens qui ont un peu de pratique de génétique. Certains sont oncologues par exemple, et donc on ne peut pas dire qu'ils ne font pas de génétique au sens où ils n'ont pas des résultats de tests génétiques de temps en temps dans les mains, peut-être même tous les jours. La question de quel est leur niveau d'analyse, de compréhension de l'incertitude, de la difficulté, etc. Clairement, la diffusion de ces technologies a participé à créer des nouveaux cercles de personnes qui se disent spécialistes expertes et qui n'ont pas le degré de précision, de compréhension des limites que l'on a ici. Et je pense que ça, c'est important. Et la deuxième, parce que ce sont des gens qui prennent la parole publiquement, et aujourd'hui, vous savez qu'il y a la loi de bioéthique qui est en discussion au Parlement. La question des tests génétiques en accès libre, typiquement, c'est une question qui est apparue dans le débat.
Parce qu'il y a eu des généticiens. Alors, certains sont des généticiens des populations, d'autres sont des généticiens, comme Jean-Louis Mindel, hein, par exemple, qui est un généticien qui a été quand même professeur, qui a eu la chaire de génétique humaine au Collège de France. Et puis, il y a des gens de cette fameuse Société de médecine prédictive qui défendent l'idée que oui, il faut libéraliser l'accès aux tests génétiques, la France est en retard, et il faut que l'accès à cette information puisse circuler librement. Voilà. Et donc, il faut lever ces interdictions qui sont une mauvaise chose. Et là, d'une certaine façon, tu parlais de la résistance de la communauté française historiquement qui a fait qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, etc. Là, j'ai l'impression, moi, que par le biais économique de la diffusion de ces tests génétiques, une espèce de force économique a fait que, il y a une partie des gens qui ont pris comme un cheval de Troie, enfin c'est peut-être une mauvaise image, mais qui contribuent à, pour le coup, enfoncer la spécificité qui peut être, y compris législativement actée dans la législation française, ou quand même la façon dont la loi en France entoure la question de la génétique est particulière, et particulièrement carrée, merci Sandrine, très encadrée, il y a des usages, voilà, il y a eu un souci dans les différentes lois de bioéthique françaises de contrôler justement cette information génétique, par exemple avec le médecin généticien, comme c'est une information fragile, etc., on va la confier à des spécialistes qui savent de quoi ils parlent, qui vont faire des consultations de génétique, etc. Et là, on voit une tendance à vouloir ouvrir. Et moi, j'ai vraiment l'impression que la diffusion de ces tests génétiques, donc par le marché, en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'internationalisation de la science, mais il y a aussi la force du marché, avec l'hégémonisme américain qui passe aussi, l'hégémonisme, on peut peut-être discuter de ça, mais qui passe aussi par les forces du marché, et que la montée en puissance de ces technologies, c'est aussi une montée en puissance des forces économiques, et ces grosses boîtes qui finalement viennent s'imposer dans le débat public. Et du coup, en France aujourd'hui, il y a un débat là en ce moment, parce que dans le projet de loi bioéthique, je ne sais pas si les gens ici l'ont regardé, mais en tout cas, il y avait le parlementaire qui avait fait la commission d'évaluation, qui avait été responsable du rapport d'évaluation préliminaire, avait suggéré d'ouvrir l'accès aux tests génétiques. Et cette proposition n'est pas dans la loi de bioéthique. Et il y a des généticiens qui s'en insurgent, en disant la France va encore prendre du retard, etc. Et or, on parle bien là de 23andMe. On fait circuler la parole après, excusez-moi. Mais on parle bien de 23andMe et de tous les raccourcis dont on a parlé à de multiples reprises, sur la façon dont on interprète, sur ce qu'on fait dire de ces tests et de leur potentiel de prédiction. Donc, c'était pas pour aller plus loin que ça, mais pour dire qu'il y a aussi ces forces économiques qui s'imposent dans le débat public aujourd'hui et qui transforment les conditions dont ces débats peuvent être menés.